retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper régulière, je suis très fière de moi, j'espère que vous l'êtes aussi. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous parle de ma revue de tous les films que j'ai vus au mois de janvier 2022. Pourquoi spontanément je vous fais cette vidéo là? Tout simplement parce que depuis la mi-janvier, j'ai une carte UGC illimitée. Ça fait que je vais beaucoup plus au cinéma, enfin je dis ça, ça fait plus d'une semaine et demie que je suis pas allée parce que je suis débordée par les cours. Mais ce n'est pas grave, c'est illusoire. En vrai là je suis à 12 films je crois. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis pas du tout à 12 films. Je suis à 16 films vus, sachant que j'en ai vu une grande majorité au cinéma, mais aussi pour moi dans mon loisir personnel, parce que je n'ai toujours pas vu certains films hyper importants dans notre culture, c'est-à-dire Forrest Gump, Interstellar. Voilà, genre j'avoue, je suis pas encore parfaite dans ma vidéothèque, dans ma cinématographie tech, je sais pas comment on peut dire ça, mais du coup il me manque encore beaucoup de films à regarder, beaucoup de films à voir, et je n'aurai jamais de toute une vie pour tout regarder. Mais là je profite du cinéma pour aller voir des films que je n'aurais pas eu forcément l'occasion de voir, que j'aurais pas forcément eu l'opportunité de me dire ok bah, je vais aller voir ce film, je sais pas ce que ça me tente, mais voilà, là concrètement je m'en fous, je suis allée voir tout ce que je voulais sans même me poser la question si ça allait me plaire, parce que bah du coup c'était gratuit, dans le sens où c'était pas tout à fait gratuit parce que j'ai quand même payé 200 €, 300 €, je ne sais plus, voilà, pour aller voir le cinéma autant que je veux. Encore une fois, moi je tâtonne dans tout ce que je fais, je suis absolument pas parfaite, nulle part, dans aucun de mes domaines, je suis parfaite. Même les pandas, je connais rien sur les pandas, enfin voilà, genre c'est... Tout le monde se dit, ah bah tiens, elle est spécialiste des pandas. Pas du tout, pas du tout. Bah voilà, je ne suis absolument pas spécialiste des films, comme je vous ai dit, je n'ai toujours pas vu Forrest Gump, ce qui est grave. Après, j'ai vu Fight Club l'an passé, enfin, je vais pas parler du Fight Club parce que la règle numéro 1 du Fight Club c'est on ne parle pas du Fight Club, mais voilà, je l'ai enfin vu. Comment j'ai fait pour ne pas voir ce chef-d'œuvre du cinéma avant? Non mais on tombe sur le... Je perds mes mots, voilà. Je parle déjà beaucoup trop, juste pour vous annoncer, faire une petite introduction de cette vidéo qui sera récurrente. J'espère que tous les mois j'aurai la chance, l'opportunité, le temps, avoir vu assez de films, etc. pour vous faire cette vidéo tous les mois, comme ça, genre toute l'année, hop, tous les mois vous avez une vidéo de Pandinette sur ces films qu'elle a vus. À chaque fois je vous parle par ordre chronologique, et peut-être à la fin je ferai un classement de mes films préférés, genre là j'en ai vu 16, peut-être que je peux vous dire mes 3 préférés, comme ça, voilà, ça peut vous donner un peu plus envie. Après, chacun a sa sensibilité, moi je peux aimer un film et vous le détester et vice versa. Je ne suis absolument pas dans des études de cinéma, de scénographie, de réalisatrice ou je ne sais quoi. Clairement, je suis très loin de connaître tous les termes et tout, donc je m'en excuse d'avance. Moi je vous parle juste de j'ai vu un film, ça m'a plu ou pas, ça parlait de ci, ça. Comme pour les doux, je vais essayer d'éviter de trop spoiler tout le film, etc. Parce que bah voilà, c'est pas trop cool, ça peut vous donner envie mais sans vous spoiler tout parce que sinon... on n'en finit plus. À chaque fois, si je spoil le film, je vous mettrai le timecode ici, je pense. Je pense que dans la barre d'infos, je ferai les timecodes aussi. Enfin bref, tout sera fait pour que vous ne soyez pas spoilés de vos films. Deuxième petit point aussi, il y a des fois où je parlais des nominations qui ont été faites, des Oscars qui ont été reçus ou quoi. À chaque fois, je ne parle que des Oscars et des Césars parce que c'est ce que je connaissais à la base. Alors oui, il y a le Globe je sais même plus, voilà. Vous voyez mon niveau au cinéma, c'est une catastrophe. Il y a la Palme d'Or, le Golden Globe, je sais plus, bref, mais voilà, il y a plein de nominations qui existent à travers le monde, à travers la France, en fonction des pays et tout. On va juste parler des Césars pour les films français et des Oscars pour les films internationaux. Voilà, basta, on va pas faire plus. Voilà, je m'excuse, hein, tous les films ont reçu plein de nominations, ont été beaucoup récompensés et tout, et donc ça sera pas à la juste valeur, mais après vous pouvez taper le film sur Wikipédia et vous trouverez tout ce que vous voulez. Et donc voilà, donc du coup je vais vous faire le listing de tous les films que j'ai vus et dans l'ordre chronologique dans lequel j'ai vu. Le premier film que j'ai vu le 1er janvier, parce que c'est ma tradition, je commence toujours l'année par un dessin animé, et j'ai vu Encanto. Encanto, qui du coup est un film d'animation qui est sorti en 2021 et qui a été produit par Disney et dont les réalisateurs sont Howard, Bush et Smith. Voilà, j'espère que vous êtes ravis de le savoir. Encanto est un dessin animé mais incroyable. Je suis tombée raide dingue de ce dessin animé. Comment vous dire que je l'ai même revu là il y a 2-3 jours avec des copains. Vraiment, alors déjà, le concept que l'héroïne soit une fille qui est pas forcément la taille hyper mince, hyper parfaite, qui porte des lunettes, qui a les cheveux courts, un peu crépus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est toutes les caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans les standards de beauté actuels, et que là, on retrouve. Et Mirabel, mais elle est incroyable cette fille, enfin, elle est magnifiquement belle, enfin... Bref, vraiment Encanto, alors je dis pas le meilleur dessin animé que j'ai vu parce que j'ai quand même mes petits chouchous de quand j'étais enfant, mais là, meilleur dessin animé de ces dernières années, je vous le recommande à 1200%. Vous aimez pas trop les dessins animés? C'est pas grave, vraiment. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai regardé, alors il était, enfin, j'avais pas dormi de la nuit, genre concrètement je m'étais couchée à 8h du mat, je m'étais levée à 10h, j'étais éclatée.
éclaté. Et en fait, je l'ai vu le soir du premier. Et en fait, j'étais fatiguée et je pleurais. Le film a commencé, il y a eu la première musique, j'étais en mode oh, c'est trop beau, c'est trop triste. Et pareil, tout le film, tout le temps. Parce qu'en fait, c'est un film qui est tellement incroyable. Et en fait, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est que ça parle d'une famille. Alors déjà, vous savez que ma famille est nombreuse, du coup, comme vous l'avez vu dans une de mes anciennes vidéos qui remonte il y a 3 ans. Donc j'ai une famille nombreuse, mon petit frère vient de Colombie, et en fait Encanto se passe en Colombie. Donc famille, Colombie, pam, collé, incroyable. Vraiment, il m'a tellement émue. Les chansons sont tellement extraordinaires. Ne parlons pas de Bruno, qui est la chanson qui a dépassé Libéré Délivré, qui a dépassé ce rêve bleu d'Aladin. Non mais, what? Genre en même temps, elle est si incroyable. Vraiment, voilà. Et puis, oh, regardez, j'ai un pop de Bruno quoi. D'habitude, je passe toujours 3 heures avant d'acheter mes pops en mode oh, je sais pas trop si c'est mon truc préféré ou pas. Voilà, non. Ah, non, ne vous tuez pas tous autant que vous êtes. Bon, je remettrai tout le monde en place tout à l'heure. Bref, si je parle déjà 10 minutes pour parler de Encanto, voilà, les autres ça va être beaucoup plus court, beaucoup plus succinct parce que j'ai moins de choses à dire parce que c'est moins mon domaine de prédilection. Mon domaine de prédilection c'est les dessins animés. Je suis une grande fan de dessins animés. Je pense que l'enfant qui est en moi est encore présent et en fait je trouve ça dingue tout le message qu'on peut faire passer à des enfants, tout le message que l'on comprend une fois adulte et voilà, je recommande. Mais 1001 fois, je recommande. Ensuite, avec des copains, j'ai regardé Tic Tic Boom. Je prends ma petite feuille. Donc, c'est une comédie musicale américaine de 2021 qui a été réalisée par Miranda avec un scénario de Levinson. Donc, l'acteur principal, c'est mon acteur préféré de Spider-Man, c'est Andrew Garfield. Je l'adore, il est trop beau. Voilà, et en fait, comment vous dire que mes copains avaient prévu de regarder ça, j'ai fait oh bah tiens, je regardais avec vous, moi je m'en fous. L'important c'est de passer du temps avec mes copains, je m'en fiche de qu'est-ce que je regarde ou quoi. Tant que c'est pas un film d'horreur, moi je regarde parce que le plus important pour moi c'est de passer un temps avec mes amis plus que de regarder un film. Et du coup, je regarde le film et là je dis mais. Regarde Spider-Man ou. Voilà, parce que du coup je l'avais tellement associé à Spider-Man et je m'étais même pas rendu compte que bah, un acteur ça fait d'autres films. Et voilà, et du coup j'ai pas adoré ce film, mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je pense que le fait que ce soit Andrew Garfield l'acteur principal, ça m'a beaucoup touchée. Et je pense que sensiblement parlant, ça m'a voilà, ça m'a fait quelque chose. Je vous lis le scénario, enfin le synopsis. Je vous lis le synopsis. À l'approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard. C'est un film qui est dispo sur Netflix parce qu'on l'a regardé sur Netflix. Moi, mon ressenti personnel, c'est que je trouve que c'est un film beau et qui montre les hauts, les bas. Alors oui, c'est pas prévisible, mais c'est un film léger en fait. Il n'y a pas de grandes problématiques et c'est un film d'un gars de tous les jours presque. Et alors oui, tout le monde n'est pas compositeur, tout le monde ne fait pas du piano. Enfin, moi je fais pas de piano par exemple. Bon, en plus c'est une comédie musicale, les chansons sont incroyables. J'adore les comédies musicales. À partir du moment où ça se finit bien, une comédie musicale, j'adore. J'en parle parce que du coup je crois que c'est le dernier de la liste. Donc restez jusqu'à la fin, petit spoiler. Donc Tic Tic Boom, je recommande parce que c'est un film qui est tout kiki, trop mignon, vraiment très très touchant, très émouvant et ça montre un peu des good vibes de ok bon bah qu'est-ce qu'on doit choisir entre l'amour, sa carrière, est-ce qu'on choisit l'amitié et voilà j'ai trouvé ça pertinent et le regarder avec des copains c'était encore plus important pour moi, je pense que ça m'aurait pas fait le même effet et enfin je pense que même que je l'aurais jamais regardé toute seule de mon côté et donc merci à mes copains de me l'avoir fait découvrir parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai reçu ma carte UGC à ce moment-là et je me suis dit ok, il faut que j'aille au cinéma tout de suite. Donc j'ai attendu la fin du week-end et je suis allée voir 355, qui est un film américo-chinois réalisé par Kinberg, sorti en 2022, donc c'est tout récent. Et je vous lis le synopsis. Une arme technologique capable de prendre le contrôle des réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignement du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables là où l'arme destructrice a été localisée. Alors, ce film avait tout le scénario pour être bien. Ils mettent des femmes en avant. Ils remplacent ce stéréotype de l'agent secret, c'est forcément un homme baraque, hyper séducteur et tout. J'adore James Bond, mais entre nous, c'est quand même le summum du patriarcat actuel que l'on vit malheureusement. Que bah oui, pour être un homme, bah oui, bien sûr, il pécho 3 meufs par film en moyenne. Voilà, genre c'est un fait, mais en même temps, c'est tellement vieux. Enfin, mon père regardait James Bond dans sa jeunesse. Voilà, j'avoue aimer encore James Bond, et heureusement, parce qu'en soi, c'est quand même des très bons films. Mais voilà, heureusement, il y a une évolution de la femme qui se fait, parce que Monet Penny au début, mais mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bah ouais, parlons de 355. Donc, c'est un film avec des agents secrètes, plein de bonnes qualités, etc. Et en fait, le scénario, il est pété. Alors, attention, spoil, mais genre, tout est prévisible. Au début, le gars il meurt, et dis donc, qui c'est qu'on retrouve à la fin? Le gars qui était mort au début, et bah évidemment, le mec qui était mort au début, qui était l'amant de machine, de trucs, et bah forcément qu'il est méchant, genre comme dans tous les films. Enfin, vraiment, pour avoir vu James Bond, pour avoir vu plein d'autres choses, c'était un scénario évident. Genre, ils remettent leur truc
ils remettent l'arme hyper dangereuse et tout à leurs supérieurs. Et évidemment, bah les supérieurs, ils sont méchants. Mais ça s'est vu, revu et revu. Regardez Spider-Man, je sais plus combien. Ça reste du spoil encore, hein, donc vraiment, voilà, regardez Spider-Man, pas celui qui est sorti là, le précédent, c'est pas No Way Home. Bon bref, je vous mettrai l'affiche du film, comme ça ce sera plus simple encore. Mais genre, hop, il remet le truc à Mysterio, et moi j'ai fait, non mais les gars, c'est sûr il est méchant. Et là, 3 secondes après, il était vraiment méchant, mais vraiment arrêtez avec ce type de scénario, ça s'est vu et revu. Donc voilà, bref, fin du spoil. Juste, si c'est le premier film d'agent secrète que vous voyez, c'est le premier film d'agent secret, si c'est l'un des premiers films de votre vie adulte ou quoi, regardez-le, il sera très bien, il y a du suspense, etc. Juste, c'est prévisible. Quand on connaît un petit peu l'univers des scénarios, l'univers du cinéma, on sait ce qui se passe à la fin, et du coup j'étais un peu déçue derrière. Après c'est pas un mauvais film en soi, les actrices sont très bien, les acteurs aussi d'ailleurs, la mise en scène est très bien, les costumes, les décors, le scénario en soi est pas mauvais. Voilà, les rebondissements sont prévisibles, et c'est ça pour ça que ça m'a un peu déçue. Ça m'a laissé un peu sur ma faim, et puis je me suis dit c'est pas grave, je l'ai regardé avec ma carte de cinéma, donc je m'en fous. Ensuite, là je suis pas trop allée au cinéma, et j'ai regardé sur Netflix La vie d'Adèle. Donc La vie d'Adèle est un film belge hispano-français réalisé par Keshish. Désolée si à chaque fois j'écorche les noms des réalisateurs, mais je ne suis vraiment pas douée. Et ce film est sorti en 2013. Donc c'est un vieux film par rapport à tout ce que je vais présenter. C'est l'adaptation du roman graphique Le bleu est une couleur chaude de Marc. Le synopsis: âgée de 17 ans, la jeune Adèle croit forcément qu'une fille doit rencontrer des garçons et rêver du grand amour. Ce film a été attribué de 8 Césars, ce qui est quand même beaucoup. Et en fait, à l'époque, toute ma famille m'avait interdit de regarder ce film. Non, mais c'est une hyper mauvaise image. Non, mais ça fait que embrasser des filles, machin, de filles qui s'embrassent, c'est pas possible, tout. Genre on vivait à l'époque, hein, genre 2013, malheureusement l'homophobie était encore plus présente qu'aujourd'hui. Et voilà, et du coup ce qui s'est passé c'est que cette année je me suis dit ok, je vais regarder les films qu'on m'a interdit de regarder. J'ai regardé La vie d'Adèle, effectivement pour l'époque ça faisait vraiment une avancée dans la lutte contre l'homophobie, parce que du coup c'est l'histoire de deux femmes qui se rencontrent et qui s'aiment et qui du coup se font des bisous, enfin bref... Voilà, genre comme une histoire d'amour la plus banale. Je sais même pas pourquoi je suis obligée d'expliquer, alors que c'est bien la preuve que l'homophobie est encore présente, même dans les personnes qui luttent contre. Moi concrètement, je sais que je suis absolument pas parfaite, genre je suis vraiment sincèrement désolée, et je sais que je suis hyper maladroite tout le temps, enfin c'est une catastrophe, je vous en parle même pas. Mais du coup, je prône la tolérance, et je prône que tout le monde doit avoir sa place, tout le monde doit se sentir inclus dans cette société, et c'est pas en disant non mais ils s'excluent eux-mêmes en parlant de communauté. Je suis en mode mais les gars... Moi j'ai déjà entendu ça et ça me choque, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on en parlera peut-être une autre fois, mais voilà, on va parler de La vie d'Adèle. Donc La vie d'Adèle, mon avis, c'est que concrètement, j'ai pas trouvé ça très bien fait. Attention, je juge, mais comme n'importe qui, enfin, genre j'ai pas les capacités pour faire ça, hein, on est bien d'accord. Mais du coup j'ai pas été sensible au film, on va plutôt dire ça comme ça, c'est plus poétique on va dire. J'ai pas trouvé ça très bien fait, j'ai pas trouvé ça pertinent. Alors à l'époque je pense que ça l'était totalement, là le regarder en 2022, c'était pas pertinent, dans le sens où je pense qu'il y a d'autres films qui prônent ce genre de valeurs et qui l'expliquent beaucoup mieux, et voilà, parce que là concrètement c'est l'histoire d'une lycéenne de 17 ans qui rencontre une femme de 25 ans. J'ai toujours un peu cette problématique de l'amour n'a pas d'âge, mais la prison a des barreaux. En soi, faites bien ce que vous voulez de votre amour et de votre vie, et voilà, il y a aucun problème. Juste à partir du moment où la personne avec qui t'es en couple est mineure et vous avez plus de 3 ans d'écart, je trouve ça un peu compliqué. Mais voilà, après tu vois, genre par exemple c'est beaucoup moins choquant quand elle en a 20 et que elle en a du coup 20... voilà, qu'elle a plus de 25 ans, enfin qu'elle a 28 ans. Je trouve ça beaucoup moins choquant quand Adèle en a 20 et que du coup sa copine en a 28, c'est moins choquant tout de suite, c'est moins choquant. C'est très bien montré dans le film, mais en fait il y a un monde différent qui existe, et c'est assez... voilà, enfin ce que je veux dire c'est que quand t'as 28 ans t'as pas les mêmes opinions que quand t'en as 20, et t'as pas les mêmes relations et les mêmes... envie dans la vie. Ce que je veux dire c'est que moi quand j'avais 17 ans et moi maintenant j'ai une vie mais totalement pas différente, mais j'ai une image de pensée. À 17 ans je voulais me marier à 23 comme ma mère, avoir des gosses, voilà. Là concrètement à 23 ans, oula les gosses on verra ça quand j'aurai 30 ans passés, parce que clairement jamais, enfin pas jamais, mais genre pas tout de suite quoi, pas tout de suite. Les gosses, pas tout de suite. Mais voilà, enfin ce que je veux dire c'est que là concrètement j'ai pas prévu de me marier non plus, et c'est vrai que j'ai des copines qui m'ont dit ah putain ça fait 5 ans que t'es avec ton gars, vous allez vous marier? Alors moi je vais finir mes études, du coup il me reste 3 ans d'études, donc on se mariera pas avant dans 3 ans, minimum, voilà, après il faut la thune pour financer le mariage, et puis voilà, et puis genre habiter ensemble, voilà, j'habite chez mes parents encore, et j'y habite encore pour 3 ans, donc faut pas abuser, mais voilà, et du coup c'est vrai que ça ce film, je divague, il est 20 minutes, oh, ça va être la vidéo la plus longue, j'espère que vous avez pris un thé, un café, un chocolat chaud pour regarder ma vidéo, hein, parce que clairement ça va être une vidéo genre de 40 minutes, mais c'est pas grave, j'aime bien. J'espère que vous appréciez aussi. Voilà, tout ça pour dire que La vie d'Adèle, ça montre effectivement ces différences qu'il y a entre quand on a 30 ans, quand on en a 20. Et voilà, je trouve que c'est juste pas
hyper bien fait, le jeu d'acteur. C'est pas, je sais pas ce qui me dérange vraiment, si c'est le jeu d'acteur. J'ai pas trouvé ça excellentissime. Je trouve que pour la cause c'est bien, je trouve que pour montrer des faits d'actualité, des faits de société, pas des faits d'actualité, des faits de société, c'est bien aussi. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a dérangée, je serais incapable de dire quoi. Il y a quelque chose qui manquait, quelque chose de plus profond, de... je sais pas. Après, j'ai entendu dire, alors encore une fois, je ne connais absolument pas le contexte de tous les films quand ils sont sortis, après, avant. Je n'aime pas l'actualité. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on lit l'actualité, c'est négatif. Donc moi, j'aime pas les choses négatives, donc j'arrête de lire l'actualité. Je lis juste un peu Hugo Décrypte de temps en temps, parce qu'il faut quand même être un peu au courant. Je suis aussi les trucs de communication, parce qu'en vrai, c'est drôle. Mais genre, l'actualité et tout, c'est hyper important, et on est bien d'accord. Mais voilà, mais apparemment, j'ai entendu dire que, bah, il y avait eu des abus, notamment des attouchements, des abus sexuels ou quoi, avec les actrices. Je ne le savais pas, je l'ai appris après avoir regardé le film, et c'est bien malheureux, et je suis bien triste du coup d'apprendre ça après coup, mais voilà, ça n'enlève en rien du coup mon ressenti par rapport à ce film. C'est, je dis pas que c'est deux choses à part, parce que c'est quand même important de pas dissocier entièrement tout. Voilà, faut-il dissocier l'homme de l'artiste? C'est une grande question. Ensuite, encore sur Netflix, j'ai vu Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Parce qu'en fait, je m'étais dit, vas-y, j'aurais des films français, c'est trop bien. Et du coup, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain est un film franco-allemand réalisé par Jeunet en 2001. Encore plus vieux que La vie d'Adèle. Il a obtenu 4 Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, et a été nominé à 5 Oscars, mais du coup n'a pas obtenu les Oscars. L'actrice principale est Audrey Tautou. Audrey Tautou est une fille mais incroyablement belle. Elle est souriante. J'ai pas mis de boucle d'oreille. Attendez, je mets des boucles d'oreille. Oh non, je fais bouger mon truc. Je m'ai dit que je mettrais des boucles d'oreille et tout. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, Audrey Tautou est une femme, mais genre incroyablement belle, incroyablement extraordinaire. Elle a un jeu d'actrice, mais si mignon et si beau, et... oh, vraiment, faut absolument que je regarde sa filmographie et que je puisse aller voir si elle a pas fait d'autres choses, parce que clairement c'est trop bien, j'ai adoré. Et du coup ça raconte la vie contemporaine de l'époque à Paris, dans le quartier de Montmartre. Et en fait je suis tombée mais raide dingue de ce film, je l'ai mais adoré. C'est un film si simple et si qui nous montre une, je sais pas, qui nous montre un élan d'amour, de simplicité, d'amitié, de relation, et c'était mais incroyablement bien. J'ai beaucoup aimé les descriptions, les premières phrases du film, les descriptions des personnages, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, et voilà, et franchement c'est beaucoup trop mignon, et j'ai vraiment adoré ce film. Pareil, ce film là, du coup, je le recommande mais à 1200%. Les musiques sont extraordinaires. Je connaissais les musiques en dehors, et en fait quand j'ai regardé ce film j'ai fait « Ah, mais j'ai déjà entendu ça !» Et en fait, c'est incroyable. Je sais même pas comment décrire ce film, tellement il était bien et soudain, et c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu, c'est quelque chose de très authentique, de très unique, et je pense que ça m'a fait du baume au cœur de le voir. Ça m'a fait du baume au cœur de voir cette actrice évoluer, de voir ces personnages évoluer dans ce quartier de Montmartre à l'époque. Si un soir vous hésitez sur un film et que vous avez Netflix, regardez Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, parce que c'est vraiment incroyable, j'ai adoré. Ensuite, un vendredi, je suis allée voir Eiffel le matin. Eiffel que j'avais déjà envie de voir depuis du coup l'an passé, parce qu'en fait là, à partir de là, c'était la semaine des incontournables du GC, et en fait ils ressortaient les films de 2021. Et du coup forcément, je n'avais pas encore ma carte, du coup je n'avais pas encore tout vu. J'avais juste vu Bac Nord et Dune, et voilà. Et sinon tout le reste, j'avais pas vu. Du coup j'ai vu un maximum de choses là, il me manque encore des choses, mais c'est pas grave, je la regarderai quand j'aurai le temps. Mais voilà, et du coup je suis allée voir Eiffel ce vendredi matin, je suis allée voir un autre film l'après-midi. Donc c'est un film franco-allemand réalisé par Bourbelot en 2021. Il s'agit d'une histoire d'amour entre l'ingénieur Gustave Eiffel et une jeune femme prénommée Adrienne Bourgès, durant laquelle va émerger l'idée de créer la Tour Eiffel. Il est nominé à 3 Césars pour 2022, et les deux acteurs sont Romain Duris et Emma Mackey. Romain Duris qui est en fait un acteur que je sais pas pourquoi je l'aime bien. Je l'ai vu dans L'Arnaqueur et j'ai tellement aimé L'Arnaqueur, je pense que j'ai aimé l'acteur. Et ensuite Emma Mackey, encore une fois je crois que j'écorche les prénoms mais ce n'est pas très grave, je l'adore. Elle joue dans Sex Education. Vraiment, j'aime bien son jeu d'acteur. Ça fait longtemps que je vais regarder Sex Education, j'ai pas regardé la dernière saison, il faut absolument. Je sais qu'il y a eu une grande polémique entre le fait que, oui, les deux acteurs, bon, ils ont 15 ans de différence dans le film, et ils en ont 25 dans la vraie vie. Et voilà, c'est vrai que ça pose une certaine problématique de, oui, la femme a pas le droit de vieillir, l'homme a le droit d'être présenté plus jeune. Voilà, encore une fois, je suis au-delà de tout ça, de cette polémique, de cette problématique. Oui, on est d'accord. C'est pas normal. Après, les acteurs ont été sélectionnés comme ça, et je trouve que ça n'enlève en rien la beauté du film. Et Emma, en fait, ne change pas de tête entre quand elle est jeune et quand elle est vieille, et du coup, je pense que c'était plus simple
comme ça, alors qu'en fait un homme, et malheureusement, heureusement, il n'y a pas de... Voilà, c'est la vie. En fait un homme, tu le rases ou tu lui mets de la barbe, en fait il prend 20 ans. Et voilà, c'est un fait. Enfin moi mes frères qui ont 30 ans, tu les rases à blanc, bah t'as l'impression qu'ils sont un peu plus jeunes, alors que s'ils ont leur petite barbe touffue, bah forcément on voit qu'ils ont 30-35 ans. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'était plus simple, je pense, au niveau du jeu d'acteur, c'était plus simple au niveau scénaristique d'utiliser des acteurs avec une aussi grande différence d'âge pour présenter du coup des flashbacks et des temps dans la vie réelle. Mais du coup, Eiffel. En fait, comme vous le savez, je suis une grande fan des films historiques, des films médiévaux fantasy, et du coup Eiffel c'est un film historique et c'était exceptionnel. En plus, en fait, plus ça va et plus j'adore Paris, plus j'adore la France. Je suis une vraie patriote, ok? Allons enfants. Bon bref, on s'arrête là. Voilà, bref, j'adore la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est un des monuments que je préfère dans Paris et en fait j'ai adoré ce film. En plus, c'est une comédie romantique. Et en fait, les comédies romantiques, j'adore les trucs romantiques. Voilà, moi, dès que c'est cucu la praline, dès que c'est mignon, dès que oh ils s'embrassent, ils seront heureux, tout va bien. Voilà, je suis hyper fan. Du moment que ça se finit bien. Bon, je vais pas vous spoiler, mais c'est pas que ça finit mal, mais ça finit pas bien non plus. Enfin, et je trouve que c'est le juste milieu et c'est pile poil à ce moment-là où je commence à pas moins apprécier, mais genre on aurait fait un pas de plus, et ben j'aurais pas aimé. Mais là en fait c'est la limite que j'aime encore. Donc voilà, et du coup ça, effectivement ça raconte l'histoire d'Eiffel, de Gustave Eiffel, qui est un homme, un architecte exceptionnel qui a construit des ponts sur la Garonne. Cet été je suis partie à Bordeaux et à Toulouse pendant 3 jours et 3 jours et j'avais un délire avec c'est la Garonne. Et donc du coup je dis la Garonne tout le temps parce que c'est rigolo. Bref, donc un pont sur la Garonne. Il a fait les plans pour la Statue de la Liberté aux États-Unis, ce qui est quand même exceptionnel. Et évidemment, il a fait la Tour Eiffel à Paris. Pour moi, c'est un architecte exceptionnel. Après, je ne connais absolument pas en architecture. Je parle sur des choses mais que je ne connais pas. Mais ce n'est pas grave. Voilà, bref, tout ça pour dire que ce film, je le recommande, je l'ai apprécié. Ça parle de Gustave Eiffel, ça parle de Paris, ça parle d'amour. Tout était là pour me plaire. Et c'est historique. C'est historique, donc forcément ça me plaît. Ensuite, donc ça c'était le matin, c'était un vendredi matin, et puis le vendredi soir je suis allée voir Boîte Noire au cinéma. Donc Boîte Noire est un film français sorti en 2021 et réalisé par Gozlan avec l'acteur principal qui est Pierre Ninet, et il a 5 nominations au César pour 2022, et en gros c'est un thriller où le but est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé lors d'un crash d'avion. Alors ce film n'avait rien pour me plaire, c'est un thriller, j'aime pas trop les thrillers, c'est pas un film romantique, c'est pas un film historique, c'est pas le genre de film vers lequel je vais me tourner d'habitude, et en fait j'ai trouvé ce film incroyable. Même si c'est un film qui n'avait rien pour me plaire, quasiment tout m'a plu. Mais vraiment, j'ai apprécié regarder ce film. Alors déjà, j'ai découvert que c'était un film français en arrivant dans la salle. Oui, quand je vous dis que je ne connais aucun acteur, je ne connais aucun acteur. Sur les affiches, il y a marqué Pierre Ninet. On voit la tête de Pierre Ninet. Mais moi, dans ma tête, Pierre Ninet, oui, c'est un acteur... Dans quel autre film il a joué? Aucune idée. Et voilà, ma culture, zéro. Et en fait, vraiment, Boîte Noire, c'est un film hyper passionnant, très complet, qui a des rebondissements, des hauts, des bas, des trucs qui vont, des trucs qui vont pas. Et j'ai trouvé le scénario très bien. Franchement, on s'y attendait pas. Et bon, ensuite, moi, je m'y connais absolument pas en avion, je m'y connais absolument pas en crash d'avion, en Boîte Noire, en thriller et tout. Donc, je pense que c'est l'un des premiers films que j'ai vraiment trouvé aussi passionnant. Et en fait, ça m'a passionné. Alors déjà, j'ai découvert des métiers que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Et franchement, ça fait plaisir. J'ai pu enrichir ma culture générale devant un bon film avec des bons acteurs, avec un bon scénario. En fait, c'est ça. L'impression que j'ai eue en regardant Boîte Noire, j'avais l'impression de regarder un film de boîte de production américaine. Genre tout était aussi bien que pour un film américain. Et c'est con à dire, hein. Je dis pas que les films français c'est vraiment de la grosse daube, mais tu vois, quand tu regardes un film français, tu te dis ah ouais c'est français. Et franchement, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a des films qui arrivent quand même à faire ça. Je bouge avec mes mains, c'est un peu fou. Bref, donc voilà, pour Boîte Noire, je le recommande. J'ai beaucoup apprécié. Il a tellement une obsession pour son taf et c'est hyper intéressant, vraiment hyper intéressant, même en termes de culture générale, je trouve ça passionnant. Donc je le recommande. On passe à ma deuxième feuille. On a fait la moitié, c'est ça? J'en peux plus. Il est 36 minutes de rush, mais ça va être ingérable au montage. Je crois que vous avez vraiment pris un café, un thé ou un chocolat chaud. Ensuite, le lendemain, je suis allée voir Illusion perdue avec ma soeur et une de ses copines. Illusion perdue est un film français réalisé par Gianoli et sorti en 2021. C'est une adaptation du roman Illusion perdue de Honoré de Balzac. Il a 15 nominations au César pour 2022. Il a le meilleur réalisateur, le meilleur film, le meilleur acteur. Tout est nominé pour les Césars 2022. Et donc c'est l'histoire de Lucien de Rubempré qui est un campagnard qui a écrit des poèmes et se dit ok, je vais aller me faire éditer à Paris, ça va être trop bien. Donc du coup il a l'occasion de monter à Paris et là il découvre la vraie vie, la vie journalistique, la vie des nobles, enfin de la haute bourgeoisie, etc. Et donc c'est un film qui est intéressant, c'est un film historique
Enfin, c'est pas une histoire, voilà, mais genre c'est un film qui montre en tout cas l'époque dans laquelle il vivait. Et en ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que du coup, j'ai pu quand même ramener ma science à certains trucs, parce que j'ai un cours cette année sur l'histoire des médias, et à un moment on a parlé de la presse, et j'étais en mode ok, ça j'ai vu dans Illusion perdue. C'est trop drôle, parce que vraiment j'ai eu ce cours genre peut-être une semaine ou deux après. Donc franchement, c'est un film qui est trop bien. Pareil, on a l'impression que c'est un film d'une mode de production américaine, alors que c'est un film français pur et dur. Alors, le seul hic, c'est que du coup il dure presque 3 heures, un peu moins, et qu'en fait la dernière demi-heure, après le dernier rebondissement, est un peu longue. En fait ça finit pas très bien, mais comme bah, voilà, si vous avez lu le livre, vous savez que ça finit pas très bien. Enfin je suppose parce que j'ai pas lu le livre, donc je peux pas vraiment savoir, mais bref, il y a eu une demi-heure de descente en enfer et j'étais en mode oui, bon, on a compris que c'est une catastrophe sa vie, mais voilà, vraiment les 2 premières heures et demie, les 2 premières heures, je les ai pas vu passer, j'ai pas regardé mon téléphone ou quoi. Et c'est au bout, genre, quand il y a eu vraiment le drama, j'ai regardé mon téléphone, j'ai fait ouais, bon, on enchaîne, on finit, on clôture. Mais en soi, à part ce détail, c'est un détail, après je me suis pas ennuyée non plus pendant la dernière demi-heure, j'aurais pu raccourcir de quelques minutes. Mais sinon, tout le début est vraiment très bien joué, très bien réalisé, très bien scénarisé. C'est un scénario qui est vraiment atypique, enfin forcément c'est Honoré de Balzac qui l'a écrit. Je crois que j'aime pas du tout Balzac parce que j'arrivais pas du tout à lire ses romans au lycée. Tout ça pour dire, c'est un bon film à voir une fois dans sa vie, pas plus, parce que clairement c'était long. Ensuite, c'était un dimanche soir, j'ai enchaîné 2 films d'affilée, et le premier que j'ai regardé c'était Compartiment numéro 6. Je suis allée le voir parce qu'il proposait, mais en fait j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas été sensible à ce film. C'est un film germano-estano-russo-finlandais, réalisé par Kuosmanen, pardon, je vais l'écrire, est sorti en 2021. C'est l'adaptation du roman du même nom, paru en 2011, de l'écrivaine finlandaise Rosa Liksom. Le synopsis: à bord du train Moscou-Morkman, Laura, étudiante finlandaise, doit partager une voiture couchette avec Lotcha, un russe, alors qu'elle souhaite voir les pétroglyphes de Mourmansk. Désolée pour toutes les écorchures que j'ai fait pour les noms propres. Il est nominé pour les Césars du film étranger pour 2022. C'est un film où j'ai pas été sensible parce qu'en fait, ça se voyait la fin. Ok, un homme, une femme, bah forcément ils vont finir ensemble à la fin, et bah à la fin, bah oui, ils s'embrassent, ils vivent une vie, une aventure et tout, et je me dis, mais il y avait tellement plus à faire, enfin ils peuvent vivre en relation d'amitié, c'est quoi le problème? Pourquoi ils peuvent pas vivre en relation d'amitié et c'est obligé d'avoir de l'amour dans le lot, et je trouve ça dommage. J'adore pourtant les comédies romantiques, mais là je trouve que c'était mal fait, que c'était comme un cheveu sur la soupe. Soit c'est un pas mauvais film, mais c'est pas le film le plus exceptionnel de la planète. En plus, je pense que j'ai eu du mal parce que du coup je l'ai regardé en VO, mais c'était un peu compliqué à suivre. En plus, en fait j'étais éteinte, j'étais vraiment fatiguée et en fait je me suis un peu endormie au début, genre peut-être 5 minutes sur la première demi-heure, et en fait c'est pas que j'ai été perdue, mais voilà, si je m'endors devant un film, bon même si j'étais éteinte et crevée, voilà, ça peut un petit peu en dire long. Je le recommande pas forcément, si vous aimez les films étrangers de cette partie là de l'Europe de l'Est, pourquoi pas. C'était pas, j'ai pas passé un très mauvais moment non plus, parce que sinon alors je suis jamais partie d'une salle de cinéma, mais voilà, je pense parce que je trouve que c'est totalement indécent et mal poli. Mais voilà, c'était pas forcément obligatoirement obligé de le regarder. Pas un mauvais film non plus, hein, mais faut être sensible à ce genre de film, et j'ai pas été sensible, donc ça m'a pas forcément plu. Ensuite, après Compartiment numéro 6, j'ai vu Nomadland. Je suis allée enchaîner 2 cinémas. Nomadland, c'est un film américain réalisé par Zhao, sorti en 2020. Il est basé sur le livre Nomadland de Jessica Bruder, paru en 2017. Le synopsis: après avoir tout perdu durant la crise économique mondiale de 2008, Fern, une sexagénaire, se lance dans un voyage à travers l'Ouest américain, vivant en tant que nomade des temps modernes dans une camionnette. Il a reçu entre autres les Oscars du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice pour l'actrice principale. Apparemment c'est un film semi-documentaire parce que, alors on m'a dit que, alors on est un con, comme dirait une de mes profs d'SES de l'époque. Je vous dis l'information, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, allez vérifier. Apparemment ça serait du coup un film un peu semi-documentaire parce que les seuls vrais acteurs, à chaque fois je mets des gros guillemets, hein, les seuls vrais acteurs seraient le personnage principal et 2-3 autres acteurs, et sinon tous les autres personnages en fait seraient des vrais testés. Ah, si mes copains ils regardent ça, ils vont mourir de rire. Bon, bref. Enfin, pas mourir parce que c'est triste. Léo, ne prends pas tout au pied de la lettre. Je sais qu'ils regardent toutes mes vidéos, donc ça me fait rire. Bref, peu importe. Et apparemment, du coup, ça serait des vrais nomades. Et voilà, et du coup, ça serait une sorte de semi-documentaire que j'ai trouvé très intéressant. Et je comprends pourquoi le scénario... En fait, le scénario est pas simple, mais est pas compliqué non plus. Et tout se suit de fil en aiguille. On passe d'une action à une autre. Et sans suspense. Et en fait, c'est ça. Quand je dis qu'un scénario est simple, ça veut dire qu'il est sans suspense.
qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, concrètement, là on sait pas ce qui va se passer après, et c'est pas très grave. Et voilà, et franchement, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je m'attendais à rien, je savais juste qu'il était oscarisé, et du coup, bah, je m'étais dit, bah tiens, un film oscarisé, je vais aller le voir quand même, c'est important. Et d'ailleurs, il faut que je rajoute dans toute ma liste tous les films oscarisés de meilleurs films, parce que bah, c'est hyper important de savoir, d'avoir un peu de culture cinématographique. Donc voilà, donc franchement, Nomadland, en plus c'était un univers que je ne connaissais absolument pas, je ne connaissais absolument pas la vie de nomade, je savais qu'il y avait des gens qui partaient en vacances dans leur camionnette et voilà. Mais de là, en fait, avoir vraiment tout ce mode de vie et ce mode de fonctionnement, je ne savais même pas que ça existait et je suis vraiment hyper contente d'avoir pu enrichir ma culture grâce à ce film. Voilà, parce que je trouve ça passionnant, je trouve ça très intéressant. Et donc voilà, tout ça pour dire, allez voir Nomadland parce que j'apprécie. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je commence à avoir faim et je suis à 47 minutes. Oh là là. Non, non, c'est l'heure du B-Reel. Bon, ce sera après, hein, tant pis. Après, avec un copain, je suis allée voir Julie en 12 chapitres, qui est un film norvégien réalisé par Trier, sorti du coup en 2021. Le film narre la tribulation professionnelle mais surtout sentimentale de Julie, jeune trentenaire norvégienne, assaillie de questions et de doutes. Le film est découpé en un prologue, 12 chapitres et un épilogue qui montre la progression de l'héroïne à travers quelques événements et situations, conversations et faits marquants. Il est nominé pour les Césars 2022 pour le meilleur film étranger. Alors, l'histoire en soi, je l'ai aimé, pas aimé, voilà, j'ai été sensible je sais pas, 13 sur 20. Voilà, je sais pas comment noter ce film en termes de sensibilité, pas en termes de réalisation et tout ça. Mais voilà, en termes de moi à moi, par rapport à ce film, si je l'avais regardé toute seule dans mon cocon, voilà, je pense que 13 sur 20 en termes de scénario, d'impression. Voilà, en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec ce film, c'est en 12 chapitres. En fait, j'avais l'impression de lire un livre en regardant un film. En fait, j'aime beaucoup la lecture, mais j'ai pas le temps de lire. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que à chaque changement de scène, à chaque changement de chapitre, il y avait le titre du chapitre qui apparaissait sur l'écran, comme si on lisait un livre et qu'on tournait la page et que là, hop, nouveau chapitre, nouveau scénario. Et franchement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié pour ça, que je vous recommande de voir. Alors voilà, il faut être sensible un petit peu, c'est une comédie romantique où il se passe des rebondissements, des choses et voilà. En plus au début elle dit, elle fait des études de psycho, j'étais en mode hey, moi aussi j'ai fait des études de psycho et tout. Bon bref, mais voilà, franchement très bon film, j'étais vraiment agréablement surprise, je m'attendais à rien. Et voilà, c'est un film qui était pareil avec des langues d'Europe de l'Est, mais du coup j'ai beaucoup plus apprécié à l'oreille la langue norvégienne que la langue que j'avais regardée pour compartiment numéro 6. Donc ça m'a pas dérangé cette langue de l'avoir regardée en VO en fait. Et voilà, et en plus l'histoire en elle-même, ça finit pas bien, ça finit pas mal, et encore une fois c'était la limite. Encore une fois, comme pour Eiffel, c'était la limite de ça finit mal. Et en fait c'était parfait, c'était vraiment bien. Voilà, c'est une histoire qui est vraiment mignonne, qui montre un peu la vérité et franchement j'ai apprécié. Mon frère a passé. Pour le coup, je favoriserai ce film là pour le meilleur film étranger. Allez, on arrive sur les 3 derniers films que j'ai vus, il est 151 minutes. Oh. J'ai regardé du coup Julien de chapitre un lundi et le mardi soir je suis allée voir Aline avec du coup le même copain que j'avais vu la veille, mon copain, une copine. Je crois que j'oublie personne. La salle était pleine à craquer, c'était impressionnant. Donc Aline est un film canado-français réalisé par Valérie Lemercier, sorti en 2020. Ah bon, sorti en 2020? Non, sorti en 2020. Je corrigerai au cas où. Et donc c'est une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. Ce film est nommé à une dizaine de Césars, dont le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur tout. Voilà, tout. Hop, tu mets toutes les nominations possibles et hop, ça part dans Ali. Mais en même temps, Ali est un film incroyable. J'ai adoré. Pourtant, Céline Dion, je l'aime bien, j'aime bien ses chansons, mais j'étais pas une fan, enfin, je suis pas une fan absolue de Céline Dion. Je ne suis pas amoureuse de ses chansons. Alors oui, j'en écoute, oui, mais voilà. Bon, après, comme vous le savez, moi et la musique, ça fait 15. Je me suis enfin pris un abonnement à Spotify pour accroître un peu ma culture musicale. Mais sinon, j'écoute du Disney, hein, concrètement. Voilà, mais après, voilà, de plus en plus, là depuis un mois j'ai pris Spotify et depuis un mois je découvre la variété française, je découvre le rock, je redécouvre, parce qu'en soi je connaissais déjà tout, et en fait là je découvre des nouvelles chansons et ça me plaît beaucoup. Peut-être que je ferai une petite revue de toutes les musiques que j'ai pu découvrir, mais on n'en est pas encore là, je me sens quand même beaucoup moins à l'aise de parler de musique que de parler de cinéma, donc voilà, et du coup bref, Aline, incroyable, mais vraiment ça m'a mis un couteau, je sais même pas comment décrire, c'était pas un couteau dans le cœur, mais incroyable. La puissance des chansons, la puissance de l'histoire de Céline Dion. Et en fait je sais que ça n'a pas forcément été très bien pris, que les gens ont dit ouais non mais ça salit l'image de Céline Dion et tout. Et j'ai trouvé mais en fait non, ça l'embellit. Si vous voulez vous intéresser ne serait-ce qu'un tout petit peu à la vie de Céline Dion, regardez ce film. Alors oui, du coup il y a quelques libertés qui ont été prises et j'ai regardé une vidéo de Valérie Lemercier qui expliquait que bah oui,
dans l'avion, elle a pas été filmée, voilà, bah oui, mais c'est parce que pour une scénarisation, et bah voilà, je l'ai filmée dans l'avion. Voilà, je sais aussi ce qui a été un peu mal pris, c'est que Valérie Lemercier joue Aline à tous les âges de la vie, et du coup c'est vrai que quand elle est enfant c'est un peu étrange, un peu bizarre, mais on l'oublie vite. Enfin moi clairement, je l'ai vu, j'étais en mode bizarre, et j'étais pas en mode ah c'est vraiment ça qui manque à ce film, il y a de ça en trop. Clairement ça n'enlève en rien la beauté du film, et voilà, et j'ai trouvé ça mais vraiment, vraiment beau, et ça a été... S'il te plaît, le soleil là. Et vraiment, j'ai trouvé ce film incroyablement beau et incroyablement respectueux de la vie de Céline Dion. Parce que du coup là c'est Aline Dieu. Voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi c'est Aline Dieu et tout. J'étais du père parce que moi je savais juste que c'est la vie de Céline Dion et je comprenais pas pourquoi Aline. Et en fait il l'explique à un moment dans le film donc je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, je recommande Aline. J'ai adoré Aline. Je pense que c'était l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma semaine de cinéma et de ma semaine du coup de 2021. Allez voir Aline, j'ai vraiment apprécié. Et pourtant, je ne suis pas si fan que ça de Céline Dion. Faut pas qu'on se dise ah je connais pas Céline Dion, je vais pas regarder. Parce qu'en vrai c'est hyper intéressant. Bon après, là du coup je me découvre que j'aime bien les documentaires un petit peu, mais enfin les films documentaires, parce que les documentaires en eux-mêmes c'est un peu long, faut que je sois vraiment intéressée par le sujet. Alors que là c'est pas des sujets qui m'intéressent forcément. Le Nomadland et Céline Dion, c'est pas des documentaires que je suis allée voir spécifiquement. Oui, tu mets un documentaire sur Orlando Bloom, sur Pocahontas, sur Dragon et sur Game of Thrones. Oui, je vais le regarder parce que ça m'intéresse. C'était des films documentaires qui étaient passionnants, vraiment hyper intéressants, très bien réalisés, très bien faits. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas très sensible à l'accent canadien. Quand mes amis font, je suis en mode oui, bon, c'est drôle, mais voilà, et en fait mon copain à côté qui rigole parce que bah forcément il y a l'accent canadien, il se dit oh là là mais Maïs elle va pas aimer, voilà, et en fait si, j'ai pas aimé le film à cause de l'accent canadien ou grâce à l'accent canadien, ça m'a fait pas ni chaud ni froid mais ça m'a pas choqué, voilà, c'était pas grave et c'était tout aussi bien même avec l'accent canadien. Je vous aime beaucoup les Canadiens, pas d'inquiétude. Ensuite, avant-dernier film, je suis allée voir, j'arrive jamais à le dire, c'est incroyable, pourtant j'en ai parlé au moins 15 fois, je suis allée voir Licordé Pizza. Alors je n'ai toujours pas compris le titre du film. Après l'avoir vu, il faut que j'aille chercher sur internet ce que ça veut dire parce que je suis perdue. C'est un film américain écrit et réalisé par Anderson et qui est sorti en 2020. Le synopsis: 1973, dans la vallée de San Fernando, à Los Angeles, Alana Kane, jeune adulte de 25 ans, fait la connaissance de Gary Valentine, adolescent de 15 ans, lors de la photo de classe de ce dernier. Une relation entre les deux va alors se développer. Alors, comment dire que j'ai été un petit peu mal à l'aise avec ce film parce que du coup, le gamin en a 15, la femme en a 25. Il y a 10 ans d'écart, il est mineur, elle est majeure, l'amour n'a pas d'âge, mais la prison a des barreaux. En soi c'est pas un mauvais film, c'est un film bien, juste bah effectivement tu te rends compte de la différence qu'il y a entre la mentalité de quand t'as 15 ans et la mentalité de quand t'en as 25. C'était pas un mauvais film, je le recommande pas forcément à aller voir, on l'a pas vu ensemble mais je sais que j'ai un de mes potes qui l'a vu et qui a trouvé ça génial, il a trouvé ça exceptionnel et tout. Voilà, moi j'ai trouvé la fin prévisible, bah oui c'est une histoire d'amour donc forcément ils finissent vraiment ensemble à la fin. J'ai essayé d'avoir des petits rebondissements de mais on s'aime pas trop, non mais t'es un enfant, je suis une adulte, c'est pas possible, machin et tout, et finalement à la fin ils finissent ensemble et je suis en mode bah voilà, c'est du spoil mais pas du spoil, enfin je vous ai dit, hein, je vous préviendrai quand il y a du spoil, mais quand c'est des spoils tellement évident pour l'intégralité de toute la culture française. J'ai passé un bon moment parce que je l'ai regardé avec des copains, donc forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je regarde quelque chose avec des copains, le moment est tout de suite beaucoup plus agréable et j'apprécie, voilà, regarder des choses avec mes amis. C'est un film que j'aurais pu regarder toute seule parce que bah, j'ai une carte de cinéma. Regardez-le chez vous tranquillement si vous avez une certaine sensibilité à ce genre de film. J'ai pas été passionnée par ce film, surtout comparé à tous les autres films que j'ai vus. Et enfin, j'ai regardé West Side Story, le remake, qui est du coup une comédie musicale américaine, réalisée par Spielberg, toujours dans nos cœurs, et qui est sorti en 2021. Alors j'avais vu l'ancienne version, enfin du coup celle de 61, je suis plus sûre du chiffre, mais voilà, comment dire, pour ne pas heurter la sensibilité des amateurs de comédie musicale. C'est pas que j'ai pas aimé le film, c'est qu'en fait ça finit tellement mal que pour mon petit cœur, c'est trop compliqué. Et en fait, moi j'aime bien les histoires où ça finit bien, j'aime bien les histoires où ils sont heureux à la fin et tout se passe bien. Et donc forcément, West Side Story, quand vous avez vu normalement la comédie musicale de l'époque, bah ça finit toujours aussi mal. Et en fait, le remake, alors je pense que j'ai préféré le remake, mais parce que je pense que c'était l'acteur principal, c'est un acteur que je connaissais, donc j'étais un peu plus sensible à ça, parce que du coup c'est les mêmes chansons, même histoire, tout pareil. Je pense qu'on met les deux films côte à côte, vous avez exactement la même histoire au même moment, tout le temps, partout pareil. Et je pense que ça n'enlève en rien le fait que vous pouvez regarder les deux, parce que West Side Story, quoi qu'il en soit, même si ça finit extrêmement mal, c'est une jolie histoire. En soi, j'apprécie, c'est juste pas du tout ma comédie musicale préférée. Je préfère Grease, genre ça finit bien, et il y a une vraie évolution et tout. Et c'est pour ça que West Side Story, j'arrive pas à dire que je déteste ce film, parce qu'en vrai, il est bien. Ça montre vraiment la différence qu'il y a entre deux populations. C'est une vraie ode à la non-discrimination, et c'est pour ça
que j'aime bien ce film en soi. Je suis allée le voir avec une bande de copains, enfin trop bien. J'étais trop heureuse de pouvoir passer ce moment-là avec mes copains. C'est des copains que j'avais pas eu depuis longtemps et tout. Voilà, West Side Story 2021 à regarder. Ça reste le film des années 60 avec toujours cette même histoire, c'est ce même scénario et qui est quand même important parce qu'en fait ça montre la vérité des choses, que quand il y a deux clans qui se battent et tout, bah à la fin ça finit mal. Et heureusement qu'on montre ce genre de film qui montre la réalité des choses. Donc voilà, bref, je me suis un peu éparpillée avec West Side Story parce que je suis vraiment dans cette balance de j'aime bien ce film et en même temps je l'aime pas trop. Et du coup je pense que c'est le film hyper équilibré de bah ouais ça finit mal donc je l'aime moins, mais c'est une histoire tellement importante pour notre société actuelle que forcément ça monte et du coup comme ça. Donc voilà, bref, ça fait une vraie balance et voilà, je recommande West Side Story 2021 parce que bah c'est quand même un bon film, j'ai vraiment apprécié ce moment. Et voilà. Et bien après du coup j'ai revu Encanto, mais je sais plus si c'était fin janvier ou début février, mais peu importe parce que j'ai regardé Encanto du coup comme je vous ai dit, et en fait j'ai commencé mon mois avec Encanto et j'ai fini mon mois avec Encanto. Bref, voilà du coup pour tous les films que j'ai vus pour le mois de janvier, c'est excessivement long. Bravo à tous les courageux qui sont encore là maintenant. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné envie de regarder ces films. Je vais faire mon petit top. Alors sur les 16 films, alors Encanto, premier, hop là, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Dans ceux que j'ai beaucoup aimé, donc il y a Aline et Eiffel, Fabuleux destin d'Amélie Poulain aussi. Je vais vous faire juste les 3 premiers, hein. Après les autres vous savez lesquels où j'étais le plus ou moins sensible, donc voilà, au bout d'un moment vous allez vite du coup vous rendre compte de ce que j'aime ou pas. Si vous reconnaissez en moi dans les films, vous saurez quel film regarder après pour vous. Après chacun sa sensibilité, hein. Encore une fois, chacun a le droit de regarder ce qu'il veut, y compris moi qui n'ai pas regardé Forrest Gump. Bon, peut-être que ça va changer d'ici là, mais du coup ouais, Encanto en 1 mais à 1200% avant, en 2 Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et en 3 ex-aequo, j'ai pas pu me définir avec Eiffel et Aline, donc si vraiment vous devez en choisir que 4 à regarder, regardez ces 4 là. Je vais écourter cette vidéo parce que vraiment je suis à 1h05 de tournage, ça fait beaucoup, j'ai plus de salive, il faut que je boive, faut que je mange, faut que... J'ai mal aux jambes, ok, voilà, pour moi je mets mes petits chaussons caca pour qu'ils soient tout douillés, mais bref, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire, quel film vous avez vu, quel film vous allez voir bientôt, et si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi aussi pour que je puisse savoir si bah voilà, est-ce que je continue ou est-ce que je garde tout ça que pour moi. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois, si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner, et surtout, bon visionnage de film. Bisous les petits pandas, bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il faut vous s'abonner. Tchuss.